France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue. On n'est pas encore en confinement, tout va bien. La radio sur France Maghreb 2. On est là pour vous accompagner, vous recevoir et vous écouter. Oui, c'est un petit peu la devise de cette émission. Ça s'appelle le Grand Forum, les amis. C'est sur France Maghreb 2 tous les jours de 16h à 18h, du lundi au vendredi, avec celle qui est toujours à l'heure, il faut le dire. Parce que quand les choses sont bien, il faut le dire. Audrey Pronosti. Bonjour ma Audrey, comment ça va? Longtemps je t'ai pas vu. Ouais, ça fait un petit moment. Bonjour Christophe. Tu n'as pas de masque Bonjour aujourd'hui? à tous les auditeurs. Non. Et en tout cas, je prends quand même mes précautions, puisque l'autoresponsabilisation, c'est hyper important. C'est la moitié du travail. Bon, on en parlera tout à l'heure, et surtout du maintien des municipales. On aura deux invités. Écoutez, sans perdre de temps, voici le sommaire de cette émission pour aujourd'hui. Au sommaire de ce grand forum pour ce vendredi 13 mars, le sujet à la une. Après le discours d'Emmanuel Macron, regardé par près de 19 millions de personnes à la télévision hier soir. Maintien des élections municipales, s'agit-il, selon vous, d'une responsabilité politique ou d'un calcul politicien? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Twitter. Le Grand Forum FM2. Deux invités pour deux villes, pour les municipales qui, vous l'avez compris, sont maintenues, en tout cas pour le premier tour. Municipale 2020, Sabrina Sebaï sera avec nous tout à l'heure. Elle est candidate Europe Écologie Les Verts du côté de Ivry-sur-Seine. Et on fera un tour par Argenteuil dans un instant avec Alima Boumedienne qui sera avec nous, candidate à Argenteuil. C'est parti pour votre LGF, un programme bien chargé que nous allons tâcher de bien suivre à la lettre. Nous sommes en ligne, en direct de l'Italie avec Salah Metnani qui travaille pour la Rai News 24. Bonjour, cher monsieur. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, vous êtes journaliste et vous vivez à Rome, en Italie, si j'ai bien compris. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons en Italie? Alors, la situation, elle est un peu dramatique. On est en train d'évaluer la possibilité de nouvelles mesures, surtout pour ce qui est du nord de l'Italie et de la région de Lombardie. Il faut rappeler que le premier cas qui a été dépisté en Italie date du 21 février et que pendant les 6 derniers jours, il y a eu 8978 nouveaux cas, ce qui porte le total des cas des personnes contaminées jusqu'à présent à 15 113, dont 1016 personnes décédées, ce qui veut dire 10% du total des personnes qui ont été infectées par le Covid-19. Est-ce qu'on a une idée de quand nous allons aller dans la pente descendante de la propagation de ce Covid-19 en Italie? Alors, ce qu'on peut dire jusqu'à présent, selon certains experts, que le pic arrivera aux alentours du 18 mars avec presque 4500 malades et que peut-être vers la fin d'avril, on va commencer à parler de 0 cas. Mais tout ça n'est que des hypothèses et il va falloir attendre les prochains jours parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le premier cas qui a été détecté à Wuhan, en Chine, date du 17 novembre, ce qui veut dire que depuis cette date-là, plusieurs personnes ont été en contact avec le virus. Ils sont en train de se balader un peu partout dans le monde, ce qui nous donne ce total effrayant jusqu'à présent. Et donc, il faut attendre les prochaines 2 semaines pour savoir si les mesures adoptées, les strictes mesures adoptées de mettre tout le monde chez soi vont être, réconfortants ou pas. Alors, je rappelle qu'on est en direct avec Salah Metnani, qui est journaliste en Italie. Vous êtes vous aussi confiné, invité à rester à domicile. Comment réagit la population italienne? Est-ce qu'elle est paniquée? Est-ce qu'elle suit strictement les règles? Ou quand même il y a une population qui essaie de dédramatiser un petit peu la situation? Comment réagissent les Italiens? Alors, tout d'abord, moi, je suis chez moi, en télétravail, en régime de télétravail. Je suis envoyé spécial. Souvent, je suis sur le terrain. Donc, la RAI a décidé de
permettre à des centaines de journalistes de travailler de chez eux. Pour ce qui est de la situation en Italie et de la réaction des gens, il faut dire qu'au début, personne n'a pris au sérieux ce fléau, cette épidémie mondiale. Et donc, c'est ce qui a fait augmenter le nombre des personnes malades. Et on a remarqué depuis quelques jours que les gens commencent à, répondre positivement aux appels des autorités, parce que vous devez savoir que on peut sortir de chez soi seulement pour aller travailler, ou bien pour aller acheter ce dont on a besoin, sinon pour aller chez un médecin. Il y a des agents de la police et même des militaires qui seront déployés un peu partout sur le territoire national. Vous devez expliquer la raison qui vous a poussé à sortir de chez vous, et ils vont vérifier. Et si c'est pas vrai, vous risquez 3 ans de prison et une amende. Les gens maintenant commencent à prendre sur les sérieusement cette situation, et 80% des Italiens qui ont été interviewés disent qu'ils sont très inquiets. Donc ils commencent un peu à respecter ces normes qui sont très sévères. Il faut rappeler que ces normes ont été prises avec un peu d'hésitation. Il y a eu le premier discours du Premier ministre Giuseppe Conte samedi dernier, puis il a parlé de nouveau le 12, et les dernières dispositions datent du mercredi, après que la région de Lombardie du Nord a demandé des dispositions encore plus strictes. Et depuis mercredi jusqu'au 25 mars, tous les centres commerciaux, les écoles sont fermées, les universités jusqu'au 3 avril. Par contre, les centres commerciaux, les regroupements et tout le reste, même les matchs de football ont été reportés. Et pour ce qui est de, l'obligation de rester chez soi et la fermeture des restaurants et des cafés, ça va être jusqu'au 25 mars. D'accord. Alors, dernière question, Salah Metnani. Hier, le président de la République français, Emmanuel Macron, s'est exprimé à la télévision et s'est exprimé à la nation pour annoncer des mesures. Comment sont-elles analysées, ces mesures? Que pense-t-on en Italie de la gestion de la crise du Covid-19 par la France? Écoutez, moi j'ai suivi hier le discours de Monsieur Macron, et je crois que la France devrait réagir, aurait dû prendre des mesures plus tôt. Bon, on a annoncé que les écoles vont être fermées à partir de mardi, et qu'on est en train d'étudier de nouvelles mesures. Ce que les Italiens reprochent à leurs amis européens en général, c'est que les mesures n'ont pas été unifiées. Donc ils se sont en train de se demander si l'Italie a essayé de suivre l'exemple chinois en prenant des mesures très strictes, alors que les autres pays européens commencent seulement maintenant à bouger, comme la Belgique qui a annoncé aussi la fermeture des écoles, la Norvège et la France après le discours du président de la République. Donc on pourrait ne jamais arriver à une résolution du problème. Il faut dire aussi que maintenant tout est en train de changer, même au niveau des frontières. Depuis que hier, les frontières avec l'Autriche et avec la Slovénie ont été pratiquement fermées. Et on a vu 90 kilomètres de queue à la frontière avec l'Autriche. Tout le monde maintenant est en train d'appeler tous les autres pays européens de prendre les mêmes mesures pour essayer avoir l'espoir de sortir de cette crise le plus tôt possible. Très bien, merci beaucoup en tout cas Salah Metnani. Je rappelle, vous êtes journaliste à la Rai News en Italie, et vous êtes comme toute la population italienne invité à rester chez vous tant qu'on n'a pas de disposition à sortir et d'autorisation pour aller faire quelque chose en particulier, soit pour le travail ou pour autre chose, bien entendu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, et bon courage dans cette crise du Covid-19, cher monsieur. Merci à vous. Voilà, ça c'est pour la partie italienne, messieurs, dames. Ils sont confinés, ils sont en quarantaine.
C'est pas encore tout à fait notre cas. On en parlera tout à l'heure avec cette question que l'on vous pose, bien sûr, par rapport au discours de Macron et de ses annonces hier. Responsabilité politique ou calcul de politiciens? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Twitter, entre autres, le grand forum FM2. Et vous pourrez nous appeler tout à l'heure au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous en pensez, bien entendu. Comment avez-vous accueilli le discours de Emmanuel Macron hier soir, qui a été très bien regardé, 19 millions de téléspectateurs, c'est quand même pas mal, et surtout beaucoup de Françaises et Français étaient suspendus aux lèvres du président pour attendre ce qui allait se passer. On a un petit peu la tendance. Allez, c'est parti, on file donc du côté des municipales. Ça a failli être annulé, mais c'est quand même maintenu, du moins pour le premier tour. France-Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Et on file à Argenteuil, les amis, grande ville de plus de 115 000 habitants quand même, avec une ancienne parlementaire qui se présente à la mairie d'Argenteuil, Halima Boumediene-Thierry. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, une fin de campagne très hard. Vous avez eu peur hier soir en écoutant le président de la République qu'il annule les élections ou pas ? Non, j'y croyais pas. Ouais. J'y croyais pas parce que ça aurait demandé tellement de compensation en termes financiers et tellement de dépenses, c'était pas possible, quoi. Je veux dire, il aurait dû le faire il y a déjà une quinzaine de jours, pas aujourd'hui. Vous pensez que, comme certains le disent, éventuellement le second tour serait menacé ? Non, je n'y crois pas non plus. Je n'y crois pas, ou alors c'est vraiment parce qu'il serait... Non, puis il pourrait pas. Même s'il était vraiment en très mauvaise position, il pourrait pas, parce que je trouve que... Alors bon, des fois, il fait un peu gros, avec le 49.3, on l'a vu. Oui, il voilà. fait un peu gros. Mais là, ça serait quand même une véritable violation démocratique. Alors, justement, il en a quand même la possibilité. Il en a la possibilité, bien sûr. Avec l'article 16, il a tous les Bien pouvoirs, sûr, il a surtout tous les pouvoirs en situation de crise. Alors, la question qu'on pose aujourd'hui à Halima Boumediene-Thierry, c'est, au vu du discours d'Emmanuel Macron d'hier soir, très solennel, 27 minutes, c'est quand même une durée assez rare. Absolument. Est-ce que, selon vous, c'est un discours qui est caractérisé par une responsabilité politique ou d'un calcul politicien, Halima Boumediene-Thierry ? Oh, je dirais pas qu'il est complètement irresponsable quand même, mais à mon avis, il a quand même bien calculé. Il a montré qu'il était capable de rassurer la population à la veille des élections. C'est réussi pour vous ? Je sais pas, franchement, moi, il m'a pas plus rassuré parce que quand on regarde les chiffres qui continuent à s'affoler, je veux dire, on peut pas vraiment dire que. Puis bon, il faut arrêter de nous faire du cinéma. Il faut arrêter de nous prendre pour plus bête qu'on est, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Il est là, il vient pour nous rassurer la veille des élections. Il veut quoi ? Il veut dire que le parti qu'il représente va jouer son rôle de père protecteur. Mais c'est ridicule parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la situation, alors on parle d'une crise sanitaire, mais la situation, elle est dans une crise sociale et démocratique également. Et économique. Écologique. Oui. Aujourd'hui, si on en est là avec cette question de virus, c'est révélateur. C'est révélateur de la situation du droit à la santé en France et des hôpitaux, la situation des hôpitaux, la situation des médecins qui ne peuvent plus faire face, les hôpitaux qui voient leur lits se réduire sans arrêt, leur nombre de lits, c'est pas possible. Sans parler de l'éducation nationale, sans parler de tous les secteurs et l'écologie. Je veux dire, aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'il y a un réchauffement un réchauffement climatique, qui est quand même grave pour l'avenir de notre planète, qui est grave pour la situation de tous les citoyens et les citoyennes de ce pays, eh bien, lui-même qui pourtant en a parlé quand il pensait que c'était nécessaire d'en parler, il a rien fait. Il a rien fait pour faire en sorte de pallier ou au moins tenter de ralentir les choses. Alors, vous êtes là pour nous parler des municipales, parce que vous y êtes candidate. Plus tard. Belle carrière politique quand même. Alors, vous conduisez la liste Argenteuil en commun. Vous avez été parlementaire pendant 12 ans. Non, 11 ans. Comment ça, non ? Oui. Bien sûr. On m'a menti alors. C'est vos documents envoyés par vos propres équipes qui me marquent 12 ans. Moi, j'y peux rien, madame Boumediene-Thierry. Non. Il y a 5 ans au Parlement européen et 6 ans au Sénat. Ça fait 11. Alors, 11 ans et quelques mois, peut-être parce qu'il y a eu des décalages. Mais non, mais il faut rajouter, comme vous êtes passé par le Sénat, on rajoute toujours un petit peu. Vous savez, c'est un peu la maison de retraite de la politique, le Sénat. Non. Autrefois, c'était 9 ans, mais ça a changé quand même. Oui, c'est vrai. Alors, vous c'est pas la première fois, puisque vous avez déjà conduit à Argenteuil, une liste verte. Verte et ouverte. C'est votre ville natale, l'Argenteuil. Vous y êtes né ?
Oui, absolument. Je suis née dans les bidonvilles de la ville d'Argenteuil, dans les années 60 où c'était encore beaucoup de bidonvilles. Et j'ai vu se construire devant moi la ZUP qui est la dalle qui est très connue et reconnue et très médiatiquement connue puisque c'est là que Sarkozy était venu clamer on va vous débarrasser de cette racaille. Voilà, donc j'ai vu construire devant moi cette ZUP, cette dalle où j'ai habité après, plus tard d'ailleurs quand les bidonvilles ont commencé à disparaître. Ouais. Et puis j'y ai fait mes études, mes parents sont enterrés et mes grands-parents sont enterrés à Argenteuil. Mes grands-parents. Oui. Et mon fils y est né, donc nous sommes la 4e génération d'Argenteuillais. Ouais, dites donc, quand même. Vous êtes avocate ? Oui. Voilà, et vous avez conduit pour Europe Écologie Les Verts la dernière élection législative, c'est ça ? Alors non, c'est pas tout à fait ça. J'ai toujours été soutenue par les Verts, bien entendu. Parce que j'ai été membre des Verts pendant une 15aine d'années. Puis j'ai quitté les Verts lorsque j'étais au Sénat, pour des raisons politiques, parce que je n'étais pas d'accord avec des choix et des orientations qui avaient été faite, mais je suis restée très proche. Je suis une écologiste dans l'âme. Quand on a vécu comme moi dans le béton, on sait ce que c'est qu'être écologiste. Quand on a vécu également les quartiers populaires, les discriminations et toutes les exclusions, on sait ce que c'est que la justice sociale et environnementale, et on sait, la paire que ça peut faire. Et donc j'ai toujours été très souvent soutenue par les Verts, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts. Et c'est encore le cas maintenant, aujourd'hui, pour les municipales. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai toujours été, même dans toutes les actions et les propositions que j'ai pu faire au Parlement, ça a toujours été au sein du groupe où il y avait les Verts, tout le temps. Et on avait d'ailleurs notre copain chroniqueur Philippe Boyaki hier, qui est candidat en libre pour Europe Écologie Les Verts. Oui. Et nous aurons tout à l'heure, dans quelques minutes après vous, Sabrina Sebaï, qui peut-être va rentrer dans l'histoire parce que la ville où elle se situe, c'est-à-dire Ivry-sur-Seine, les communistes y sont installés depuis un siècle. Oui, chez nous aussi, ça faisait très très longtemps qu'ils étaient au pouvoir, oui, dire. Vous les avez délogés, ils sont partis. Pas tout à fait, parce que c'est la droite qui aujourd'hui y est, mais c'est vrai que quand les communistes sont partis, les socialistes avaient dit il faut se débarrasser des communistes, et la seule manière de s'en débarrasser, c'est de donner la ville à la droite, et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, et après, ils ont... Les socialistes, quoi. Oui. Et après, ils ont repris, et depuis 18 ans maintenant, c'est une balle de ping-pong entre le PS, c'est-à-dire Doucet, et puis le LR aujourd'hui, Motron, qui se passe la ville de l'un à l'autre. Et nous, on dit ça suffit. Dire ni Motron, ni Doucet, ni LR, ni PS. Thierry. Voilà, par exemple. Et pourquoi pas Dimanche, premier tour. Et une femme en plus. En plus, ouais. Voilà. Audrey, tu savais que Madame Boumedienne Thierry avait été en charge du programme de Jean Lassalle pour la présidentielle ? Non. Absolument pas. J'étais pas du tout au courant. J'étais pas du tout en charge du programme. C'est un de mes colistiers qui était en charge de travail, partenariat sur le programme de Lassalle. Il faut revoir les infos que vous m'envoyez, parce que j'ai tout ça, moi. Je peux vous le montrer. Alors, on va parler d'Argenteuil. Qu'est-ce que vous proposez pour Argenteuil ? Par exemple, un sujet qui intéresse beaucoup les Françaises et Français, à savoir l'éducation. Quelles sont vos propositions, Madame Boumedienne Thierry, concernant les écoles ? Je suppose qu'il y a de la cantine bio au programme. Okay, oui. Oui. Est-ce qu'il y a de la gratuité pour les cantines, comme certains le proposent ? Quelles sont vos grandes actions et votre plan Marshall à vous pour les écoles d'Argenteuil ? Alors, mon plan Marshall se situe pas seulement dans les écoles. Mais j'imagine. Voilà. Commençons par les écoles. Les écoles, aujourd'hui, sont dans des situations assez catastrophiques. On a besoin, de faire des travaux. On a besoin de rénover. On a une nouvelle école qui s'est ouverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Simone Veil d'ailleurs. Mais on a encore besoin d'écoles parce que nous sommes une ville qui grandit. On est passé très très vite la barre en 2005. On a passé très vite la barre des 100 000. Aujourd'hui, on est à 115 000. On est la 3e ville de la région parisienne. Ça se construit, mais partout dans Argenteuil, avec plein de résidences et de cités. Et d'ici quelques temps, on aura besoin de crèches, d'écoles maternelles, d'écoles primaires. Et malheureusement, la municipalité actuelle n'a pas cette vision à longue vue. C'est-à-dire, on construit, on vend à des promoteurs, ça c'est clair. On brade les terrains, et puis on construit. Mais de l'autre côté, on n'a pas cette vision. On a besoin d'écoles, on a besoin de crèches. Ça, c'est une réalité. Ouais. La deuxième réalité, c'est les cantines. Les cantines sont très
maraîchères. On a besoin de faire un éventail beaucoup plus large au niveau des tarifs, permettant à tout le monde de pouvoir y participer. Et c'est pas parce qu'une personne, par exemple, est malade aujourd'hui, qu'elle ne peut pas y aller ce matin, qu'elle va payer sa cantine. Il faut qu'on arrive à s'organiser pour qu'elle ne paye pas sa cantine lorsqu'elle ne mange pas. En plus, on veut non seulement des cantines bio, on veut bien sûr à 100% un repas. Tout de suite Je vais vous expliquer pourquoi et on va en venir justement à la globalité dont je parle. Moi, je crois qu'une ville comme Argenteuil ne se parle pas sur point par point, mais de manière globale, d'accord ? Parce qu'il faut toujours avoir une vision très globale des choses. Alors, les cantines, par exemple, et le repas bio, le repas végétarien. Oui, c'est ce que vous proposez. Voilà. Eh bien, c'est tout à fait possible parce que nous avons des terres maraîchères. Nous avons beaucoup de maraîchers chez nous à Argenteuil. Or, nous avons par exemple l'association de la MAP qui depuis 10 ans réclame des terres pour augmenter sa production. Et bien que ce soit la mairie PS ou la mairie LR, en alternance, tous les deux ont bloqué cette association. Alors qu'on pourrait leur donner des terres en jachère, tout simplement, pour cultiver. Et le maraîchage permettrait aussi de créer des emplois bio. Comment des emplois verts, plutôt? Pourquoi créer des emplois verts? Parce que quand on fait de la culture bio, quand on fait de la récolte de déchets bio, quand on fait du maraîchage, quand on fait de la vente de petites coopératives en circuit court, eh bien tout ça, ça crée des emplois. C'est ce que j'appelle les emplois verts. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle je dis la cantine, l'école, l'emploi. Vous savez, 18% de chômage à Argenteuil. C'est pas rien, 18% de chômage. On est plus élevé que la moyenne régionale et départementale. Alors, tout cela pourrait créer des emplois verts. Si, par exemple, on parle à l'école de faire grâce à l'école, de faire par exemple des stages dans des ressourceries. La ressourcerie, ça a un côté écologique, ça permet de donner une deuxième vie aux produits. Eh bien, là aussi, on pourrait créer des emplois. C'est pour ça que je vous dis, en même temps, on forme des jeunes, on les oriente, on leur permet d'avoir un éventail beaucoup plus grand en ce qui concerne les métiers. Ils ne sont pas automatiquement sur des voies de garage, comme malheureusement ça se fait encore aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, on développe le bio, on développe l'écologie, on protège la nature. C'est la raison pour laquelle moi je parle toujours de justice sociale et environnementale. Le bio à la cantine, ça prendra combien de temps? Dès demain. 100%, vous êtes capable de le faire tout de suite? Alors 100% peut-être pas dès demain, mais en tout cas on pourra en effet le faire progressivement et dès demain on pourra faire du bio en circuit court. Alors qu'est-ce que cela veut dire de proposer des travaux citoyens aux jeunes et faciliter donc le BAFA et leur permis de conduire? De quelle manière vous allez le faire? Eh bien, tout simplement par les missions intercommunales jeunes et en même temps avec les partenariats qu'on pourra avoir. Partenariat Pôle emploi, partenariat avec la maison, les différentes maisons départementales. Pôle emploi, bien sûr, ça en fait partie. Partenariat avec les entreprises locales. On a des petites entreprises. Alors, c'est vrai que les grosses entreprises comme Dassault sont parties, et je pourrais en citer d'autres, malheureusement. Ouais. Mais les petites entreprises peuvent être aussi intéressées. Et donc là, on pourrait les aider à avoir, en partie, on va pas payer totalement, bien sûr, les permis, mais si au moins on pouvait les aider à en payer en partie, eh bien, ça leur permettrait d'avoir accès à un emploi où on réclame ce permis de conduire. Pareil pour les BAFA. On a plein de jeunes aujourd'hui qui galèrent, notamment des jeunes étudiants. Vous savez qu'à Argenteuil, on a un DUT qui est lié avec Cergy, et on a également une section universitaire de Paris-Villetaneuse. Eh bien, on a plein d'étudiants qui galèrent. Ils ont un problème de logement étudiant, alors qu'on pourrait faire en solidarité des logements partagés avec les seniors, pourquoi pas. Ça, c'est ce que vous proposez aussi dans le programme. Et d'autre part, pourquoi on leur permettrait pas justement d'avoir des BAFA qui leur permettraient de travailler comme animateurs pendant leurs études? Moi, j'ai payé toutes mes études, du bac jusqu'à mon doctorat, grâce au travail d'animation dans les mairies, le BAFA, le BAFD. Eh bien, justement, ça permet à des jeunes de travailler. Et je crois que ça leur permettrait aussi d'avoir un peu plus d'autonomie. Et je crois que ça, c'est une action que la mairie peut faire. Il y a des tas de choses que la mairie pourrait faire pour la jeunesse, pour aujourd'hui la population qui... vous voyez, par exemple, on propose des transports gratuits. Tout le monde nous dit c'est impossible. Mais si, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Comment, madame Boumedienne-Thierry? Comment c'est possible? Je veux dire, regardez Dunkerque, qui est une ville dans son agglomération qui est à peu près la même que la
la nôtre, d'accord ? Eh bien, ils ont fait un transport gratuit sur l'ensemble de l'agglomération. Pourquoi ? Ils ont réussi à trouver des partenariats régionaux. Nous, on pourrait avec Mobilité Transport Île-de-France, avec la Caisse des dépôts, avec le département. Nous, bien sûr, il est clair que pour le moment, on parle de intramuros à la ville d'Argenteuil. Oui. D'autant plus que comme on a des dotations lorsqu'il s'agit d'équiper le matériel et en particulier les bus, les minibus ou les petits bus en bus écologiques, eh bien, on serait équipé, on n'aurait pas de frais de contrôle puisque c'est gratuit. Mais ça coûte cher l'écolo, madame Thierry, mais non, pas plus. Au lieu de dépenser de l'argent dans n'importe quoi, on pourrait le dépenser dans quelque chose qui rapporterait en termes social. Bon. Par exemple, le solaire. Au lieu de payer, de laisser des appartements qui se chauffent à l'électricité, c'est des factures incroyables. On a des locataires qui peuvent pas payer leurs factures. Eh ben, faisons du chauffage grâce au solaire. Organisons-nous. Nous avons la possibilité de travailler dans l'intercommunalité. Il faut le faire, et il faut le faire dans l'intérêt de nos citoyens et citoyennes. Bon, il faut qu'on parle d'une chose qui se passe en ce moment du côté d'Argenteuil. Le maire sortant se représente, Monsieur Motron, et il a sur sa liste une certaine Agnès Ben Salem qui a plus que des propos racistes. Elle a ouvertement appelé à voter Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez vous, Madame Halima Boumedienne-Thierry ? Alors bien entendu, on condamne, ça va de soi. Mais de l'autre côté... Mais on condamne de quelle manière ? Timidement, on y va franchement, on fait quoi ? Moi, j'ai pas envie de lui faire de la pub, d'accord ? Quand je vois le PS et la liste de Monsieur Doucet, qui n'arrête pas de faire des... il y a été franchement. Oui, mais il a fait des communiqués pour faire de la pub. J'ai pas envie de jouer Alors lui, c'est la carte communautaire, quelque part, il est en train de jouer. Moi, je ne joue pas cette carte, d'accord ? Je joue la carte des Argenteuillais, des Argenteuillaises, dans toute leur diversité. Un point, c'est tout. Pourtant, vous êtes taxé d'islamo-gauchiste par certains. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Je veux dire, je continue à avancer avec mes idées. Vous savez, je suis fidèle à mes convictions. Moi, je considère que la diversité, c'est le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, c'est quels que soient les choix, y compris les choix religieux. Mais il faut lui faire comprendre quand même à ce maire sortant quand même que c'est intolérable d'avoir sur sa liste. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Justement, c'est de la comédie. Monsieur Doucet a l'air de dire « Ah, on découvre ». Mais il plaisante ou quoi ? Il y a quelques années, il y avait une autre élue qui est encore sur sa liste cette année, qui a eu des propos racistes en ce qui concerne le CCAS. On a eu 2 autres élus de monsieur Motron qui sont partis mener des listes Front National dans des communes voisines. On le sait. Ça fait des années qu'on le sait. Pourquoi depuis... Écoutez-moi, madame, monsieur. Oui, c'est monsieur, oui. Madame, tout va bien. Non, parce qu'à côté de moi, c'est madame. D'accord. Écoutez-moi, je vous dis au pluriel. Depuis 2001, oui, c'est ça. Depuis 2001, on n'a plus de liste Front National sur Argenteuil. Alors qu'on sait très bien qu'au niveau législatif, ils sont présents et ils font un très bon score. Qu'au niveau régional, ils sont présents, ils font un très bon score, et aux européennes, ils ont fait un très bon score. Or, depuis 2001, on n'a pas eu de liste au municipal du Front National. Pourquoi ? Parce qu'on sait que depuis 2001, il y a des alliances, qu'il y a des discussions entre eux. On le sait, c'est notoire. Alors, arrêtons de lui faire de la pub en faisant des communiqués et en faisant semblant de « je suis outré, je condamne ». Mais vous l'êtes quand même outré. Mais bien sûr, mais alors je vais pas lui faire de la pub. Faites-le savoir. Mais tout le monde le sait, j'ai pas besoin de le prouver. Bon. Pourquoi voulez-vous que je prouve ce que je suis ? À partir du moment où on me connaît, ça fait, monsieur, j'ai 60 ans, ça fait 40 ans que je milite sur cette ville. D'accord ? Ça fait 40 ans que je milite contre le racisme. Ça fait 40 ans que je milite contre les discriminations, que je milite pour la Palestine, que je milite pour les questions. Vrai. Voilà. Vrai. On sait très bien qui je suis. J'ai pas besoin de venir prouver quoi que ce soit. D'accord. Madame Halima Boumedienne-Thierry, question de Dre Pronosti avant qu'on parle d'un autre sujet et très vite parce que le temps passe vite et moi je tiens à respecter le temps d'égalité de parole. C'est très important. Oui, une question qui me vient à l'esprit tout de suite, justement, par rapport à la situation. On est en pleine crise sanitaire. Vous avez sur la ville d'Argenteuil donc un grand hôpital qui est assez bien réputé d'ailleurs par rapport à la prise en charge, en tout cas par rapport aux compétences du corps des médecins. Par contre, effectivement, je pense que il y a un problème comme dans la majorité des hôpitaux. Quand on arrive aux urgences, il y a au moins 5-6 heures d'attente et j'en ai fait les frais, donc je me permets de voilà. Gentil, hein. Oui, je suis gentille. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, des mesures pour améliorer notre hôpital Est-ce que le maire en a le pouvoir d'abord? Alors justement, il a quand même son mot à dire, je présume. Oui,
Non, c'est pas tout à fait ça. L'hôpital dépend bien sûr de l'agence régionale de santé. Exactement. Ça que nous sommes également répartis en moyens au niveau départemental, puisque ça dépend de l'action sociale et sanitaire qui dépend du département. Ça, c'est clair aussi. Mais de l'autre côté, le maire, il est également membre du conseil d'administration de l'hôpital. Il a son mot à dire. Et il pourrait également peut-être organiser et faire des choses avec l'hôpital, en partenariat. Il y a une maison juste à côté de l'hôpital. Je ne sais pas ce que vous êtes venu, vous l'avez vu. Une petite maison qui permet de faire l'accueil. Et on essaye de désengorger, je veux dire, ces urgences. Malheureusement, cette maison est toujours pratiquement toujours fermée parce qu'il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens qui est flagrant. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est du national. Oui, c'est du national. Mais je pense que la mairie pourrait aussi, à un moment donné, relever les manches et aller négocier, enfoncer des portes au ministère et dire, nous avons une ville. Oui, je suis prête à le faire. Bien sûr, je l'ai déjà fait pour plusieurs raisons. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, moi, je suis prête à aller me battre avec mes citoyens et mes citoyennes pour aller aux portes des mairies, aux portes des départements, aux portes des régions et surtout aux portes des ministères pour dire, on veut ça, on exige ça, on veut tel moyen parce que notre population en a besoin. Il n'y a pas de raison que les moyens aillent dans des villes où il y a déjà suffisamment de moyens et pas la nôtre. Madame. Donc, moi, je suis prête à aller me battre et aller enfoncer des portes au ministère avec mes concitoyens et citoyennes. On l'a bien compris. Par contre, il va falloir que vous répondiez de manière très courte parce que le temps a parti. Ah oui, vous êtes de bavarde, bien sûr. Mais là, il nous reste 3 minutes et il faut absolument je voudrais que vous répondiez au moins sur une des préoccupations aussi principales des Français et des Françaises, la sécurité. Police municipale ou pas? Oui, armée, pas armée? Alors, certainement pas de police municipale armée, ça c'est clair. Ok. Si on doit garder parce que je pense que ça c'est régalien, c'est à l'État de le faire, c'est pas à nous. D'autre part, si on doit garder un corps de métier qui peut s'occuper en effet de la sécurité, de la tranquillité, de l'espace public, pourquoi pas? Mais pas forcément police municipale. Moi, je pense qu'il faut savoir travailler avec des équipes d'animation, d'animateurs, d'éducateurs, avec également peut-être. Alors, il faut une présence humaine, c'est clair. Je pense qu'il faut qu'on arrive à créer un groupe de personnes qui pourra intervenir dans les quartiers à tout moment, le week-end, pour pouvoir faire de la médiation. Parce que ça, c'est important. Quelle sera, Madame Halima Boumedienne-Thierry, si vous accédez au fauteuil de maire le 22 mars prochain, votre première grande décision pour les comment on dit d'ailleurs? Les Argenteuillers et Argenteuillaises. C'est quoi votre première grande décision? Arrêter le projet Cap-Héloïse tout de suite, passer à un référendum, un vrai référendum qui demandera aux Argenteuillers et Argenteuillaises leur avis sur ce nouveau dessin et cette nouvelle urbanisation de notre ville. Et je précise, ces référendums doivent être ouverts à tous les jeunes qui ont 16 ans et à tous ceux qui vivent à Argenteuil et payent des impôts à Argenteuil, quelle que soit leur nationalité. Ils sont résidents d'Argenteuil, ils payent des impôts à Argenteuil, ils ont leur mot à dire. Madame Halima Boumedienne-Thierry, pour terminer, vous avez 1 minute pour vous adresser aux électeurs d'Argenteuil pour leur dire pourquoi le 15 mars prochain, à savoir dimanche, il faut glisser dans l'urne le bulletin Argenteuil en commun, conduite donc par Halima Boumedienne-Thierry. C'est à vous de jouer. Eh bien, tout simplement, non. Il ne faut pas s'abstenir. L'abstention ne peut que servir les autres. Il faut prendre nos affaires en main. Il faut prendre notre ville en main. Vous n'avez pas le droit de laisser les autres choisir à votre place. Ça, c'est important. D'autant plus, et cela, je le dis toujours, on a les gouvernements qu'on mérite. Alors, si vous voulez vraiment avoir une ville que vous aimez, dont vous êtes fiers, et que vous voulez voir vos enfants grandir dans cette ville, eh bien, si vous voulez continuer à vivre dans une ville agréable, avec un cadre agréable, avec du travail pour tous, avec l'égalité des droits pour tous, avec la liberté, prenez le temps, dimanche, d'aller glisser un bulletin dans l'urne et le nôtre, tant qu'à faire, bien entendu. Eh bien, Argenteuil en commun, c'est prendre notre ville en main. Merci Halima Boumedienne-Thierry d'être venue vous présenter à nous sur France Maghreb 2. À très bientôt et bonne chance pour dimanche. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Audrey Pronostic qui est avec nous en direct, bien entendu, sur France Maghreb 2 avec, bien entendu, vos appels au 01 40 33 9000. Ma chère Audrey, la question que l'on pose aujourd'hui et au lendemain du discours de Emmanuel Macron, président de la France, qui s'est adressé aux Français, aux Françaises pour leur adresser la situation de ce qui va nous arriver. On écoutera un extrait. La question est posée donc municipal maintenu. Est-ce, selon vous, toutes les annonces qu'il a faites d'ailleurs, est-ce de la responsabilité politique ou un calcul de politicien? La question a été posée sur Twitter aux auditeurs de France Maghreb 2. Le grand forum FM2, qu'ont-ils dit?
c'est un peu mitigé quand même. Ah bon ? Il y a 36% qui considèrent que c'est de la responsabilité politique et 64% calcul politique. Bon, évidemment, ça penche quand même vers le calcul politique. Ah ouais, carrément, ouais. Oui, je pensais que c'était beaucoup plus nuancé. Non, mais c'est pas si radical que ça quand même, je trouve. Bon, 19 millions de téléspectateurs auraient regardé le président de la République hier. En même temps, c'était normal. Tout le monde était attendu, suspendu à ses lèvres pour savoir ce qui allait se passer. On va en parler justement de cette élection municipale qui est maintenue. Mais qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron hier soir ? Interroger les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Un service de garde sera mis en place, région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. La trêve hivernale sera reportée de 2 mois. Et je demande au gouvernement des mesures exceptionnelles dans ce contexte pour les plus fragiles. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Voilà, alors je vous ai fait un petit résumé d'un discours qui a été assez long, 27 minutes. Je vous ai fait un résumé de 3 minutes, voilà, de ce qu'il fallait retenir du discours hier d'Emmanuel Macron. Tarek Mami, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois qu'il y a de l'eau, qu'il y a des serviettes hygiéniques. Des quoi ? Il y a des serviettes, excusez-moi. Oui, pardon, Tarek, calmez-vous. Ah non, mais j'ai des purs essentiels pour se laver se laver les mains toutes les 2 secondes. Il y a tout ce qu'il faut, quoi, France Marie Hebdo. Absolument. Excusez-moi, oui. Non, mais parce que je voulais acheter des lingettes. Je suis rentré, puis après, je suis rentré à la pharmacie, je dis des lingettes, et elle me dit des serviettes hygiéniques. Donc ça m'est resté dans la tête. Voilà. Très bien. Bon. Il n'empêche que c'est hygiénique. Hygiénique. Voilà. Alors, je reprends au sondage, quand même. Voilà. Oui, alors, calcul politique ou responsabilité politique pour Emmanuel Macron hier soir ? Alors, j'allais dire, c'est en même temps. C'est les deux. Je fais un tweet dans ce sens. Moi, je commence à commencer par les tweets. Et je dis qu'en clair, pour moi, on sent j'allais dire une espèce de maturation brute, massive qui est arrivée. Parce que, bonjour Sabrina, bonjour tout le monde. Parce que hier, c'était un discours de gauche. Par un ultralibéral qui nous explique tout d'un coup que le service public c'est bien, les blouses blanches c'est bien, la santé publique c'est bien, on n'expulse pas les gens en plein hiver, c'est bien. On va prendre en charge les salaires des chômages partiels, c'est bien. Donc, somme toute, hier, c'était le pied gauche de Macron qui s'exprimait. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup de bagarres politiques. Beaucoup voulaient lui imposer plein de choses. On voulait lui imposer la non-fermeture des écoles. Il a refusé. Ça, c'est mon deuxième texte. Et on a voulu... Donc, on lui a plus ou moins imposé la tenue des élections au premier tour. D'ailleurs, les médias disent à ce titre que c'est Larcher qui aurait... c'est pas vrai. Non, on a vérifié. Oui, mais Larcher et Fabius. Oui. Et lui, il leur a dit, bon, on va faire ça. Sauf qu'il avait décidé avant de les appeler. Non, mais... Et il leur a dit surtout, mercredi prochain... Mais dans tous les cas de figure, c'est lui qui a le dernier mot. Non, il leur a dit, mercredi prochain, c'est ça se corse. Je vous appellerai, je vous dirai de venir prendre la parole. Donc, il y a du chantage. Le Canard, aujourd'hui, a sorti d'autres petits trucs, notamment sur Valls.
Macron lui a dit non, ça y est, c'est pour la 3e fois. Et donc, hier, Macron était dans une espèce de... J'allais dire, moi, ce qui m'a étonné, je ne l'ai pas regardé puisqu'on l'a diffusé sur la radio, donc je l'ai écouté, j'étais dans un endroit où j'avais pas la télé, j'ai regardé après un peu, et j'ai l'impression que le jeune se prend pour le grand-père. Et c'est une espèce d'impression, c'est-à-dire le sage qui doit rassembler, qui est... Là, il était dans son rôle, quand même. Oui, non mais... Moi, quand on a un discours solennel historique ou pas? Parce qu'il y en a qui disent historique, là. Non, faut se calmer un peu. Alors, il était historique à 2 sens, pour moi. Il est historique pour la durée. Oui, le président ne dure pas à moi. Je me suis fait piéger. Pour moi, j'ai pris le pari de 12 minutes. Je me retrouve 27 minutes. Ouais, mais il ne pouvait pas faire 12 minutes. 15, 18, mais pas 27. Non. Bon, en tout cas. Vu la situation, c'était pas possible. Et la deuxième, c'est qu'il apparaissait comme quelqu'un, Mitterrand dirait que comme quelqu'un qui est rentré dans le costume, qui a été habillé par la crise. Et je ne suis pas sûr que Sarkozy, le président Sarkozy, le président Hollande, aurait eu une meilleure posture en termes de texte et en termes de choses. Donc, il me semble, sans être macroniste ou anti-macroniste primaire, pour faire simple, il m'a semblé qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il a pris conscience de la dimension de la crise, et que la crise est plus grave que ce qu'on lui a dit, que la crise est plus grave ce qu'il nous a dit, et que ne pas faire paniquer. D'ailleurs, Christophe, vous l'avez pas relevé, vous qui relevez tout, en général, le mot stade 3 n'a pas été prononcé en 27 minutes. Exactement. Mais non, mais ça c'était prévu, hein. Ça je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir que stade 3, c'était pas lui qui allait l'annoncer, et d'ailleurs c'est Blanquer qui l'a annoncé. Alors que nous sommes dans stade 3. Oui, on y est, évidemment. Voilà. Concernant la question, en présentant justement avec une certaine posture, et ça c'est très important, la façon dont il s'exprime et les mots-clés, les mesures qu'il a présentées, il l'a présenté de sorte que justement il mettait en avant la responsabilité, mais bien évidemment que c'est une stratégie politique. Toute décision, notamment dans ce genre de situation de crise, c'est une stratégie politique. Je m'explique. Pourquoi ? Parce que là, on est dans une situation où les gens sont inquiets, les gens attendent des réponses. Et pour ma part, je pense que l'actualité des élections municipales, plus celle du coronavirus, même si peut-être qu'il lui fallut les reporter, ça c'est un autre sujet, il a fait le choix de ne pas le faire. Et je pense que c'était une façon de ne pas inquiéter l'opinion publique, et quand il dit qu'il faut continuer, laisser le libre cours au procès, je vous dis juste le ressenti, c'est qu'en fait le fait de laisser le libre cours au process démocratique, il a voulu, je pense, rassurer l'opinion publique. Donc c'est stratégique. Je voudrais rajouter un mot. Arrangement entre amis. Il voulait faire ça, j'ai l'impression, quand il a fait son discours aux Gilets jaunes. Ça a été pas une grande réussite. Non, c'était laborieux. Voilà. Hier, ce n'était pas. Il n'était pas sûr de son coup quand. Avec les Gilets jaunes, avec les Gilets jaunes, il se déniait. Oui, mais là, il avait quand même il avait une posture rassurante. En tout cas, il a donné le Qu'en pensez-vous, amis auditeurs? Venez apporter un peu d'objectivité dans le débat. 01 40 33 l'objectivité, ça peut être avec ma vie ici. Bah oui, 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien entendu. Mais alors, moi, ce qui m'interroge, messieurs, dames, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu, comment dirais-je, incompréhensible cette histoire de sorte à ce que l'on fasse fermer des écoles dès lundi, interdire les matchs, donc le PSG est parti dès lundi. On maintient en même temps les municipales. Oui, mais quel est le but là-dedans? Est-ce qu'on pouvait pas faire ça pour dire maintenant la situation est grave, on y va franchement là? Pourquoi maintenir les élections surtout? Oui, pourquoi maintenir les élections? Pourquoi? Moi, je pense que le dispositif étant déjà mis en place, ça n'arrangeait personne. Après, c'est une vision simpliste peut-être, mais moi, en tout cas, à mon sens, s'ils avaient reporté les élections municipales, mais c'était hyper problématique de tout remettre en question le dispositif, et puis même, je veux dire les candidats qui je parle des petits candidats qui se sont investis dans les élections, ça a un coût. Donc moi, je pense que c'était trop problématique. Après, on n'est pas à l'abri du fait que le deuxième tour soit remis en question, et ça, moi j'y pense très fortement. Après, je peux me tromper. Mais politiquement, ça lui était très difficile. Ça a été facile à faire.
annulé, mais très difficile parce qu'il resterait dans l'histoire, parce que les présidents, quand ils écrivent, ils pensent aussi à l'histoire, dans 50 ans, dans 30 ans, à celui qui aurait pas Et là, pour le coup, on l'aurait taxé de calcul politique, oui, bien et sûr. voilà, qui n'a pas respecté la démocratie, le fonctionnement démocratique. Alors, et puis, cette élection, aujourd'hui, pour lui, est un test. Alors, contrairement à beaucoup de sondages, cher Christophe, je n'ai parcouru quelques-uns ce matin. Aujourd'hui, LRM Macron, c'est 0 élu. 0 au municipal. Il n'y en a pas. Puisque le parti n'existait pas en 2014-2016. Bon, imaginez qu'ils prennent 10. C'est 10 de trop. Oui, mais non, mais attendez. de se dire qu'il n'y avait pas de... elle vient à l'autre. Et les sondages donnent Strasbourg entre les mains de LRM en alliance avec les écologistes, parce que les écologistes ont fait ils ont fait des mariages mixtes vous verrez sur Strasbourg, on en parlera dimanche soir, vous verrez, parce que le but c'est de faire tomber Madame Troutman qui a disparu et qui veut revenir pour récupérer sa mairie de Strasbourg. Moi j'ai eu la sensation que Troutman elle n'était pas si perdue que ça. Non, mais elle est revenue, elle était à l'extérieur, donc les gens n'aiment pas non plus. Il est parti faire un tour, c'est Valls quoi, et sans qu'on lui reproche, qu'on reproche à Valls. Et donc je pense qu'il a envoyé le signal politique qu'il n'est pas là pour bloquer la société, mais pour jouer justement le rôle du grand-père, pour aider la société. C'est peut-être pour ça qu'il a laissé. Et en plus, je pense que beaucoup de conseillers étaient pour, notamment Philippe, parce que Philippe, aujourd'hui, il sait où est-ce qu'il en est, gagnant ou perdant. Mais dans 6 mois, il ne sait pas où ce qu'il va être non plus. Donc il y a du calcul politicien qui fait que... Mais c'est une évidence. Oui, qui fait qu'on ne peut pas, ne pas maintenir ce premier tour. Alors reste le deuxième tour, et là on se retrouverait dans une situation de droit constitutionnel. Est-ce qu'on validerait les résultats du premier tour pour on ne peut pas, parce que c'est de la proportionnelle et que nous sommes dans un système majoritaire. Mais si on invoque la crise sanitaire, on ne peut pas, il faut valider par le Conseil constitutionnel. Et c'est là où Fabius... c'est sûr que s'ils n'ont pas l'aval et le soutien du Conseil constitutionnel, c'est un peu problématique. Bon, alors réparer les bêtises des amis. Bon, mais c'est de la responsabilité politique ou c'est un calcul politicien là, de maintenir cette élection municipale dimanche? Alors, 0 élu. En fait, il va regarder dimanche soir le résultat, il va se dire quoi? Il va se dire la situation est dramatique, on peut annuler le deuxième tour tranquillement. Mais là c'est très simpliste de dire ça. On va mettre un petit peu arroser les autres. Mais non, parce que les petits arrangements entre amis. En admettant que ce soit ça, si les résultats sont vraiment très très mauvais concernant la REM, il peut pas se permettre. Attendez, ils ferment les écoles. On va fermer les écoles, on va fermer les universités. La France va être bloquée en quarantaine quasiment. Et on va venir voter. C'est incompréhensible. Je veux la jouer en pro-Macron. Les enfants, il faut les protéger. Là, pour le coup, je peux le comprendre. Je vous fais des pro-Macron primaires. Dans une école, il y a combien d'élèves dans une même classe pendant combien de minutes? Oui, mais même on nous dit que les élèves. Attendez. Non, mais il y a au moins 20 élèves dans la classe. Il y a combien d'électeurs dans un bureau de vote en même temps, surtout si on prend maintenant les dispositions? 10. Voilà, donc si on prend les responsabilités qui s'imposent, la vie scientifique, quand même, il y a plus de chances qu'on se l'attrape dans une école, dans une classe, que dans un truc. Sauf que les enfants, a priori, c'est pas dangereux pour eux. Mais la transmettre à grand-papa, grand-maman. Eh ben oui, mais justement, grand-papa et grand-maman, attendez, Audrey. Mais grand-papa et grand-maman, comme dit Tarek, qui va les garder, les enfants, à partir de lundi? Ça, c'est le casse-tête. Eh ben voilà. Non. Eh ben si, grand-papa, grand-maman. Ou des babysitters, il y a des agences conseillers qui sont spécialisés pour ça. Et si vous voulez, d'habitude, si les gens donnent leurs enfants aux babysitters, s'ils ne travaillent pas, qu'ils sont payés, ils garderont... Ils ont développé le moi, je vais faire de la parité. Le matin, c'est le papa qui garde, et l'après-midi, c'est la maman qui garde. On va accueillir le docteur qui est avec nous parce que les auditeurs ont besoin de parler, de s'exprimer. J'ai envie de les entendre, moi. Le docteur, il n'est pas auditeur sur la politique, il est auditeur sur la santé. Oui, mais justement. Oui. Bonjour, docteur. Allez, bonsoir, mes amis. Je vais faire court parce qu'il y aura beaucoup d'appels. Donc, je réponds d'emblée à la question sans la politiser. J'ai pas voté Monsieur Macron et je voterai pas en 2022. Par contre, je lui tire chapeau bas. Quand même, il a joué le rôle de chef d'État. On est quand même 2e ou 3e foyer de Covid-19 dans le monde, en France, je précise.
Non, on est loin. C'est pas le troisième, docteur, pardon, mais... Ça mute. Il y a la Chine, l'Italie, les États-Unis maintenant. Les États-Unis, l'Iran. Le professeur Gomez ou quelque chose comme ça, le professeur de la salle pétrière, il a dit rendez-vous dans 14 jours. Oui, c'est ça, absolument. Et il a parlé quand même d'un chiffre alarmant. 70% de la population serait touchée. Et quand Madame Merkel qui a dit 70, 80. Bon, on va faire résumer. Au fait, actuellement, sans faire la politique politicienne, il a bien fait de fermer les écoles et les crèches, tout ça, parce que là, c'est un foyer, c'est cluster, les pauvres enfants. Mais le virus va les épargner. On a déjà parlé de 0 jour à 10 ans. Mais quand même, bon, voilà donc où on est actuellement, ça mute vite. Par contre, il faut insister, comme M. Tariq Mami il vient de dire, il faut insister sur le côté gauche de son discours hier, Monsieur le Président, à savoir maintien des services publics en France, augmentation du nombre de lits et donner les moyens aux hôpitaux publics. Voilà le côté. Mais attendez, docteur, donner les moyens aux services publics. Alors ça, franchement, c'est de la... Excusez-moi, mais donner le moyen aux services de santé, ça fait... Attendez, Macron, Sarkozy, Hollande, tous les trois ont la responsabilité du système de santé défaillant aujourd'hui. Et de la crise que connaissent les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ils en sont totalement responsables. Mais ça peut changer mais depuis hier soir. Là, il est en train de dire que l'État va... Le manque de respiratoire en Ile-de-France va être un problème critique. Le manque de respiratoire va être un problème critique, notamment en Ile-de-France et sur tout le territoire. Le système de santé est une catastrophe en France. Est une véritable catastrophe. Allez voir, c'est lui qui est aux États-Unis, premier pays du monde. Non, mais je m'en fous des États-Unis. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on est les meilleurs dans la matière. Bah si, c'est ce qu'on nous dit. Non, on n'est pas les meilleurs. Je pense que Emmanuel Macron, il est bien au courant des défaillances du système sanitaire. On n'est pas le meilleur, mais on a... Vous savez ce qui sauve la médecine française par rapport à la médecine américaine? C'est le fameux centralisme démocratique, c'est-à-dire que tout remonte en haut. Parce que vous avez aux États-Unis, où les comment on appelle ça, pas les gouvernements, comment on appelle ça, les différentes républiques américaines, chacune gère comme elle veut, les États. Oui, les États. Et c'est drastique. Et vous avez les États pauvres, vous avez les États riches, vous avez les cliniques, et en France, vous avez une espèce de démocratie, entre guillemets, médicale pour tous. Quand vous rentrez, moi, je vais vous dire un truc, vous avez le bonjour du sénateur Béchir, Calvala, Christophe, aujourd'hui. Avant-hier, il tombe par terre, il me dit le nombre de personnes qui sont venues autour de moi, et la Croix-Rouge, les membres qui sont venus l'accompagner chez lui faire les courses, monter les courses, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience que avant, quand ça touchait les voisins, on s'en foutait. Aujourd'hui, on dit si ça touche le voisin, demain ça Oui, mais on parle du système de santé, il est catastrophique. Mais vous vous rendez pas compte, ça fait des années. Les médecins ont démissionné. Les médecins ont démissionné. Christophe, tu as entièrement raison sur ce point. Moi, j'ai ma famille qui travaille dans le milieu hospitalier, je peux vous en parler. Tu as entièrement raison sur ce point. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'avance pas. Ils sont au burn-out, mais comment ça, on n'avance pas? Là, on est dans une situation de crise. Là, il a expliqué que l'État allait faire des efforts pour la gérer, c'est ça. Ça fait des années qu'on lui demande des efforts à l'État. Bien évidemment. Mais le système de santé, ça fait des années que le système d'alerte est lancé. Mais heureusement qu'il a adopté cette posture plutôt que l'inverse en disant bah non, il y a un problème. Est-ce qu'il va y avoir assez d'appareils respiratoires? La réponse est non. Voilà. Pour l'instant, on sait pas. Les hôpitaux sont pas saturés pour l'instant. C'est le plus grand animateur de la bande FM. Non, c'est pas moi qui le dis. Non, ce sont des grands responsables de santé qui posent la question et ils ont la réponse. Quand on pose la question, on entend que les autres posent la réponse. Les réponses sont données par les spécialistes. Qui? Non, mais Christophe, on est entièrement d'accord. Le chef des maladies infectieuses de la spécialité pétrière s'inquiète justement d'une recrudescence importante. Et vous savez d'ailleurs que les étudiants en médecine sont réquisitionnés à partir d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous savez que les anciens médecins à la retraite sont oui, non mais d'accord, mais est-ce qu'il va y avoir assez de lits? Ça veut dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va faire un choix dans ce qui va être des malades à sauver et ne pas sauver. Non. Par rapport à l'âge. Non. D'accord. Pas par rapport à l'âge. Parce qu'il n'y aura pas assez de lits, il n'y aura pas assez d'appareils respiratoires. Non, pas par rapport à l'âge, c'est par rapport aux infections. Le discours du président de la République hier était clair. C'est ce qui est urgent continue à te soigner.
Voilà, ils ont annulé les opérations qui n'étaient pas prioritaires. Voilà. Et ce qui peut attendre quelques jours, quelques semaines, attendra. On n'a pas dit on jette les gens dehors et puis on s'occupe que de ça. Non. Mais oui, parce que bien évidemment que tu as raison sur les défaillances du système sanitaire, mais en attendant, on a quand même l'un des meilleurs systèmes au monde, on va pas se mentir. Christophe, une infirmière qui travaille 12 heures par jour, qui fait 3 infirmières pour je ne sais combien de patients. Appelez-nous si vous êtes infirmière pour leur dire. Rachida Dati qui veut faire habiter toutes les aides-soignantes et tous les infirmiers de Paris dans la ville de Paris. Mais en tout cas, on ne peut pas tout reprocher. En tout cas, voilà, on peut quand même être rassuré d'avoir la chance d'accéder aux soins en France. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai vu, sincèrement, Christophe, l'année dernière, quand j'étais un peu fatigué, j'ai passé plusieurs jours dans les hôpitaux et en me promenant dans les couloirs des hôpitaux, je regardais les prix affichés des opérations. Et j'ai même dit à un des acteurs, je dis, mais vous devriez nous envoyer à nous tous. Mais oui, on n'en a pas conscience. Non, mais c'est ça. Je dis, vous devriez nous envoyer à nous tous combien ça a coûté. Mais non, on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience. Combien on a payé entre sécurité sociale, mutuelle et poste. Mais on n'a pas conscience. Non. C'est des trucs de 5 000, des trucs de 10 000. Non, mais là, on est d'accord. Mais bon, là ça, où c'est autre chose. Christophe, ce qui est préoccupant. Non, mais là, vous déviez, là. Non, ce qui est préoccupant, effectivement, c'est le personnel. Non, mais c'est le personnel soignant. Oui, avec qui je suis totalement solidaire. Mais vraiment. Mais moi aussi. Rachid, il nous appelle de Ivry-sur-Seine. Tiens, on sera à Ivry dans un instant avec Sabrina Sebaï. Bonjour, Rachid. Oui, c'est elle qui lui a dit d'appeler parce qu'elle va passer. Rachid. Allô? Oui, Rachid, bonsoir. Pardon de vous réveiller. C'est Rachid votre prénom ou je me suis trompé? Très mal. Ouais. Bonjour, Rachid. Bonjour. En fait, c'était pour intervenir par rapport à l'élection d'Ivry-sur-Seine. Non, il n'y a pas d'intervention, cher Mohamed. Les interventions, c'est dans les urnes et c'est dimanche. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous... D'accord. Vous invitez des candidats, vous leur donnez la parole. Oui. Mais vous leur donnez, on peut pas intervenir. Moi, j'aimerais poser des questions à Sabrina Sebaï. Vous lui envoyez dans sa permanence et c'est pas parce qu'elle est là. Et c'est pas parce que non, on l'a fait avec tout le monde. Vous invitez des gens. Oui. On n'invite pas des gens, monsieur. Non, mais parce qu'il y a un temps de parole. On n'invite pas des. Non, mais excusez-moi. Vous êtes envoyé par qui? Non, mais là, c'est le directeur de la radio qui veut parler, cher monsieur. Allez, on va changer de casquette. On ne reçoit pas les gens. On reçoit les candidats qui viennent proposer leur programme. Et ces candidats font leur propre sauce, leur propre meeting dans leurs locaux, dans leur région, sur les marchés. Donc, si un citoyen, et moi je suis un citoyen parisien, a quelque chose à dire, il va voir son candidat sur le marché et dans le meeting pour lui poser la question. Attendez. On est clair. Rachid, Rachid. Notoires qui sont archi connus, vous leur donnez la parole. Bravo Radio France Maghreb. Au revoir. Bon, donc on invite des candidats qui créent la discorde dans la communauté, mais vous êtes sérieux, Rachid? Il n'y a pas de communauté. Je veux faire le peine, là, encore une fois. Aujourd'hui, je suis en forme. Il n'y a pas de communauté. Il y a une seule communauté, c'est la nationale. Ou vous y appartenez et vous allez voter comme appartenant à la communauté nationale, ou vous appartenez à d'autres communautés et vous allez voter au sein de ces communautés. Merci d'être avec nous. Et la réponse, ça sera dans les urnes dimanche prochain. Voilà, Sabrina Sebaï, ma chroniqueuse, dont je suis très fier, sera avec moi dans un instant. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, eh bien, notre auditeur nous parlait de Ivry-sur-Seine, ça tombe bien, on y va maintenant du côté de Ivry-sur-Seine, puisque nous recevons, et ça sera la dernière candidate, et je suis plutôt d'ailleurs ravi de terminer avec toi, Sabrina Sebaï. Bonjour Sabrina. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Grand Forum. Bah oui, que tu connais, c'est ta maison ici. Exactement, merci beaucoup Christophe. Alors Sabrina, candidate donc Europe Écologie Les Verts du côté de Ivry-sur-Seine, qui est une ville un peu particulière dans le sens où Ivry-sur-Seine, ça fait un siècle que les communistes y sont installés. Et donc tu as peut-être aussi, de par ton élection, quelque part, tu vas peut-être créer et rentrer dans l'histoire. Bah oui, effectivement, peut-être, parce que c'est une ville effectivement qui est communiste depuis 1925, donc 95 ans, et c'est la première fois qu'on est dans une configuration où on a une liste d'alternatives à gauche écologique qui se présente face justement à ce PCF qui règne depuis pratiquement un siècle. Alors j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est vrai qu'en annonçant ta venue, à l'image de cet auditeur qui nous appelle pour s'offusquer qu'on reçoive Sabrina Sebaï parce que tu créerais la discorde dans la communauté musulmane et à Ivry. Qu'est-ce qui se passe, Sabrina? Il paraît même que tu serais contre la construction de la nouvelle mosquée d'Ivry, que tu abriterais des colistiers qui ont des propos diffamants envers la mairie. Enfin, il faut que tu nous dises là ce qui se passe quand même, Sabrina.
Ce qui se passe, c'est que comme dans toute quasiment campagne électorale, il y a des fake news, ce qu'on appelle aussi des boules puantes, des informations qui sont déformées, des propos insultants aussi. On a eu une campagne très difficile sur Ivry-sur-Seine, et c'est vrai que la question de la mosquée, ça fait partie de beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur la ville, puisqu'on n'arrête pas de répéter à tort et à travers partout que je serais contre le projet de cette mosquée. Alors, est-ce que tu es contre le projet de cette mosquée, Sabrina Sebaï, une fois que ça soit dit? Je suis pour la construction d'une mosquée, parce que ce ne serait que juste que les musulmans ils aient un lieu digne pour pouvoir pratiquer leur culte. Nous avons des synagogues, des églises à Ivry, et ça ne serait que justice finalement que les musulmans aient une mosquée à Ivry. Donc on est absolument pour. J'ai voté pour le protocole de mise en place de cette mosquée, et en fait je ne comprends pas d'où est née cette polémique, si ce n'est que ce sont mes opposants politiques aujourd'hui qui n'ont d'autres arguments politiques que de me salir auprès de cette communauté musulmane que je n'aime pas citer comme ça, parce que pour moi effectivement il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Donc tu réitères ici, tu insistes en disant, bien que tu l'aies fait déjà dans un communiqué je crois, que tu es pour la construction de la nouvelle mosquée d'Ivry. Mais bien évidemment, en fait, à partir du moment où, vous savez, comme dans toutes les autres villes, ça respecte la loi, les associations cultuelles s'organisent, font des levées de fonds, s'organisent pour construire leur lieu de culte. Il y aura un accompagnement comme ça a été prévu par la municipalité dans la réalisation de ce projet. Maintenant, charge aux musulmans de s'organiser et de faire en sorte que ce lieu voit le jour très rapidement, parce que la communauté musulmane, ça fait 15 ans qu'elle attend cette mosquée. Et toi, Sabrina Sebaï, maire d'Ivry, tu accompagneras ce projet? Bien évidemment. D'accord. Sans aucun souci, et je le réaffirme haut et fort. Très bien. Moi, c'est entendu, ça c'est réglé. Sabrina Sebaï, il y a eu aussi une autre polémique à propos de certains de tes colistiers, notamment dans un journal qui s'appelle Le Monde, je crois, avec des propos assez durs quand même qui auraient été prononcés de la part de quelques-uns de tes colistiers à l'encontre de la mairie actuelle. Oui, alors c'est ce que je disais. Est-ce que tu te solidarises ou tu désolidarises de ces propos? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est interviewé par des journalistes, parfois, oui, les propos sont déformés pour faire aussi un peu de buzz médiatique autour des articles. Je sais qu'il y a la question, par exemple, coloniale qui a été posée dans l'article, et j'ai refait un communiqué de presse pour expliquer effectivement que ce n'était pas du tout les propos qui avaient été tenus, mais que bien évidemment nous condamnons le passé colonial, et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus par tous les colistiers de la liste. Donc en fait, il y a aussi tout ce qui se passe autour d'une campagne, et en fait c'est exacerbé parce que forcément quand on est en difficulté et qu'on sait qu'on peut perdre la ville, ça crée beaucoup d'animosité de part et d'autre, avec beaucoup de fake news, beaucoup de personnes qui d'un coup se mettent à faire des fausses informations, à diffuser partout. Et là en l'occurrence sur l'article, oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et déformées et utilisées aussi à des fins pour nuire en fait à cette campagne. Et je trouve en fait, moi j'ai fait dès le début, j'ai fait le choix de ne pas faire une campagne ni d'insultes, ni diffamante, ni quoi que ce soit vis-à-vis de mes autres, des autres personnes qui sont face à moi, parce que moi ce qui m'intéresse c'est le projet politique que je souhaite porter pour Ivry. Moi j'estime aujourd'hui que les Ivriens, on les prive de ce débat en fait en accentuant la campagne que sur ce sujet-là, et je trouve franchement que l'urgence climatique, sociale et démocratique elle est telle qu'on devrait plutôt se poser les bonnes questions, à savoir comment faire de notre ville une ville résiliente pour les prochains enjeux qui vont arriver, plutôt que de cristalliser sur un sujet qui a tenu quand même pendant 3 mois sur la campagne à Ivry. Et les Ivriens franchement méritent mieux que ça, je le dis. Oui, alors combien d'habitants à Ivry? 62 000. Ah oui, c'est une grande ville. Oui, oui. C'est une belle ville. C'est une belle et grande ville. Grande ville assez polluée quand même. Exactement. Et c'est bien des grands enjeux de cette campagne. Oui. Alors Sabrina, on va rentrer quand même dans le vif du sujet, dans tes propositions, dans ton programme. La liste que tu conduis s'appelle Ivry demain. Ivry demain. Oui. Donc c'est pour demain effectivement, plutôt après-demain le premier tour. Le 15 mars prochain. En matière d'éducation, ça c'est un sujet qui concerne évidemment beaucoup de monde, puisque nous sommes quasiment tous parents. Que proposes-tu pour les écoles de Ivry? Est-ce que cantine bio, cantine gratuite, quels sont les grands chantiers et ton projet Marshall pour les écoles d'Ivry? En fait, nous on a fait le choix de faire un pôle qui s'appelle Ville Tremplin, dans laquelle on a vraiment misé sur les politiques jeunesse, et il y a l'école à l'intérieur. Alors bien évidemment le 100% bio à la cantine avec les circuits courts pour les cantines et pour l'alimentation de nos enfants, la mise en place du repas végétarien qui est proposé aux enfants une fois chaque jour en fait à la cantine. On propose aussi, et ça on le sait parce qu'on nous a beaucoup aussi critiqué sur la faisabilité du projet, mais on sait que c'est possible, la gratuité des classes de découverte pour tous les écoliers de la ville, la remise en place des séjours de printemps qui ont été supprimés pendant ce mandat. Donc aussi on
propose la mise en place d'un pass culture et sport pour les jeunes de 15 ans, parce qu'on sait que c'est à cet âge-là qu'on s'ouvre au monde et qu'on a besoin aussi de faire ses propres découvertes sur le volet culturel ou sportif. Et en fait, sur le volet éducation, on propose de renforcer la formation des animateurs, de stabiliser aussi les carrières professionnelles des animateurs, parce que c'est très important. Aujourd'hui, on fait beaucoup appel aux vacataires, donc on a aussi besoin de rassurer les agents qui travaillent, de les former et de proposer donc sur les temps du périscolaire des activités de qualité telles que l'apprentissage de langue étrangère, enfin tout ce qui fait aujourd'hui qu'on prépare cette jeunesse à l'émancipation et à son futur. T'as eu peur hier soir ou pas? Oui, franchement. Beaucoup de stress au moment de la prise de parole du président de la République, en me disant c'était une campagne difficile. Moi, je vous le cache pas, franchement, beaucoup d'insultes. J'en suis déjà à plusieurs plaintes qui ont été déposées pendant cette campagne. Donc, je m'étais dit, je me voyais pas en fait repartir pour encore plusieurs semaines de campagne dans un climat, comme vous avez pu le constater juste avant que je prenne la parole. Oui. Alors, Sabrina Sebaï, Audrey Pronasti et Tarek Mami sont là et ils peuvent aussi te poser des questions à la candidate que tu es. En matière de sécurité, police municipale, oui, non, armée, non armée? Non. Parce que en fait, Ivry, le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la question de la propreté sur notre ville. Donc nous, on fait le choix aussi de miser sur la mise en place d'une brigade de l'environnement qui sera en capacité et de sensibiliser et de verbaliser donc les gens qui font des dépôts sauvages sur notre ville, mais aussi d'avoir tout un travail avec la médiation sociale. Y compris les grandes entreprises. Ah bah surtout les grandes entreprises qui déversent énormément de déchets sur nos rues. Donc on a aussi pour ambition d'avoir une déchetterie municipale, de mettre en place un grand plan compost, parce que nous on le sait. En fait, cette question de la propreté du cadre de vie, c'est beaucoup lié aussi à la réduction des déchets dans notre usage quotidien. Donc ça, c'est un objectif qui est affiché. Sur la question de la sécurité, on a pour ambition de doubler les postes de médiateurs sur la ville d'Ivry, de faire un travail de sensibilisation et de prévention dès le plus jeune âge auprès de tous les publics, donc dès les écoles, le collège, le lycée, et vraiment d'axer un gros volet sur le préventif sur notre ville. Tarek Mami, petite question à Sabrina Sebaï. Alors, je vais prendre la parole avant Tarek, parce que moi, ce qui m'intéresse justement, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Le comportement éco-responsable, j'imagine que forcément c'est ce qui est mis en valeur. Qu'est-ce que tu comptes faire pour sensibiliser les jeunes justement là-dessus? Alors, juste pour recontextualiser aussi Ivry, on a un grand projet inutile à imposer qui est en cours de reconstruction sur la ville, qui est l'incinérateur d'Ivry. Ah oui. Donc nous, on y est fermement opposés. Enfin, la liste Ivry Demain s'oppose fermement à la reconstruction de ce projet. Tu y étais d'ailleurs avec Philippe Bouriaki qui t'a fait une excellente interview. Exactement. Donc on y était justement il y a pas très longtemps. Et en fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire aux gens en fait que la réduction des déchets, elle est primordiale aussi pour notre santé. Parce que des cheminées qui fument 24 heures sur 24 avec des particules fines qui s'échappent de ces cheminées, c'est bon pour personne. Bah oui. Donc aujourd'hui, nous sur les écoles, on a mis en place, porté par un des élus écologistes, le tri à la source des biodéchets. D'accord. Donc tous les enfants sont sensibilisés à cette question en fait du tri. Et nous, on sait en fait que les générations qui arrivent, elles seront sensibles à ces questions-là. C'est les adultes aujourd'hui qu'il faut éduquer. Et je vais vous dire, la société, moi comme je le vois, ils sont prêts. Aujourd'hui, les politiques manquent de courage sur ces questions-là, parce que c'est plus facile de déverser ces déchets dans un incinérateur que de mettre en place à l'échelle d'une ville une vraie politique ambitieuse de tri et de réduction des déchets. D'accord. Et t'as été justement, j'imagine, vers voir les jeunes. Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ça, par rapport à l'écologie, par rapport à... Comment ils le voient en fait? En fait, il y a une vraie prise de conscience sur les questions écologiques, parce que nous, en plus, on est dans une ville qui est polluée. On a le périphérique, l'autoroute, on a l'incinérateur. On a un collège qui a été livré il y a 4 ans. Il est pollué au mercure, il n'a jamais ouvert. Donc, il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets-là. Et je pense que franchement, les générations futures, d'ailleurs les générations climat qui ont marché pendant toutes les marches, ça les intéresse. Ah bah, je suis surprise. Ah oui, franchement. Et puis, si on remonte, ne serait-ce que les élections européennes à Ivry, la jeunesse a voté massivement. Pour ELV. Oui, mais en même temps, c'est votre élection. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais c'était la première fois. Même à Ivry, c'était la première fois qu'il y a un vote aussi puissant en fait, sur la question de l'écologie. Puissant, c'est les européennes, les écolos. Il faut bien qu'on soit puissant quelque part quand même. Bah, évidemment. Et attends, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Qu'est-ce que te disent les Ivriens, ça? Les Ivriens, les Ivriennes. Que te disent-ils quand tu vas les rencontrer? Parce que je suppose que tu vas les rencontrer, c'est normal, tu es en campagne. Quelle est leur préoccupation première? Comme je l'ai dit, en fait, c'est l'écologie. Beaucoup. Par exemple, nous, on a pour ambition de faire passer de la ville grise à la ville verte. C'est une vraie ambition affichée de notre liste en plantant des arbres. Donc nous, on plantera un arbre. Mais c'est pas la préoccupation première d'un habitant, ça, Sabrina? Eh bien si, parce que en fait, nous, l'ambition affichée, c'est un arbre par naissance sur la ville. Ah ça c'est bien. Avec l'objectif d'avoir 6000 arbres sur le mandat. Et comment on fait quand il y a des décès? On les arrache?
Non, Non, on les arrache pas. Déjà, les arbres, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Voilà. En fait, c'est un enjeu à Ivry parce qu'on a ce qu'on appelle la ZAC Ivry Confluence, donc la zone d'aménagement concerté sur laquelle on a bétonné toute une partie de la ville. Donc, on a livré des centaines de logements sans aucun espace vert. Aujourd'hui, les habitants, c'est leur enjeu, c'est celui-ci. C'est de dire, aujourd'hui, on vit dans une ville où le cadre de vie, en fait, il n'est pas propice à un bien vivre. Et moi, je parle bien de bien vivre parce que le vivre ensemble, ça a été tellement galvaudé aujourd'hui que ça ne veut plus rien dire. Mais avoir une qualité de vie, c'est aussi avoir des espaces publics qui sont verts, des espaces publics qui sont propres et des espaces dans lesquels toutes les générations peuvent cohabiter ensemble. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand on a du béton brut, je suis désolée, il y a rien d'agréable à se balader dans une ville où il y a du béton brut. Et nous dire que les cimetières, faut les compter dans les mètres carrés par habitant en espace vert, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve ça inacceptable. Alors, est-ce qu'il y a aussi dans le projet du Grand Paris des petites nouveautés très intéressantes pour Ivry ou pas à venir ? En matière de transport, par exemple. Nous, en tout cas, on se bat pour avoir l'extension de la ligne 10 à Ivry, donc une station de métro de la gare d'Austerlitz jusqu'à la ville d'Ivry. Donc ça serait vraiment un vrai plus pour nous. On a déjà le RER et la ligne 7 qui sont sur la ville. Ouais. On a le tramway, donc le T9 qui va bientôt démarrer aussi sur notre ville. Donc ça, c'est aussi très bien. Nous, on est pour avoir un grand plan vélo à l'échelle de la ville avec un développement des mobilités actives. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui seraient favorables, par exemple, à aller travailler en vélo. Ivry-Paris, c'est à côté. Franchement, on peut tout à fait y aller en vélo. Sauf qu'on a un problème de continuité de pistes cyclables. Et ça, à l'échelle de la métropole ou des territoires, c'est des sujets qu'on peut totalement travailler pour faire en sorte d'avoir des continuités et que les gens puissent se déplacer tous les jours en vélo. Quelle sera ta première grande décision, Sabrina, si tu accèdes le 22 mars prochain au fauteuil de maire? Alors, première grande décision, déjà c'est un audit complet de la municipalité et de tout ce qui va avec, puisqu'on a besoin aussi d'avoir un état des lieux précis de là où on en est, et puis de démarrer très rapidement, soit symboliquement, je pense qu'on peut rattraper les naissances de janvier à mars, donc en plantant des arbres. Ça, je pense que symboliquement, c'est important. Tu peux rattraper, oui. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs, janvier à mars. Il y en a en général entre une trentaine par mois. Donc ça peut aller assez vite. Avec le confinement, ça risque d'augmenter, hein. Peut-être, oui. Peut-être qu'on aura un pic de naissance après le confinement. Donc faudra. Moi, je dis plus on aura d'arbres, mieux c'est. Vous savez, il y a 600 médecins qui viennent de signer une tribune pour expliquer que plus il y a des arbres dans une ville, et meilleur c'est pour la santé des gens. C'est vrai. C'est vrai. Moi, ça me pose pas de soucis et je ne trouve pas que pour la première décision, Sabrina, après l'audit. C'est d'engager, je t'ai dit, c'est rattraper la question des arbres donc sur la ville, donc verdir la ville et sûrement mettre en place très rapidement, parce que à Ivry on souffre d'un gros déficit sur un équipement sportif qui est la piscine. Cette année en fait on a dû tirer au sort 60 enfants pour qu'ils puissent pratiquer la natation. Or je rappelle que il faut savoir nager en arrivant en 6e. Donc pour moi c'est vraiment un enjeu, c'est lancer justement l'équipement nautique, parce que ça prend du temps de construire une piscine et on a besoin que les enfants sachent nager en rentrant en 6e. Tariq Mami, question pour Sabrina Sebaï. Vous avez posé l'essentiel, mais moi j'aurais donc 3 questions courtes auxquelles vous pouvez répondre par oui ou par non. Si l'économie de la ville le permet, est-ce que sur le principe vous seriez pour la cantine gratuite, ne serait-ce qu'au primaire, parce qu'on sait que le niveau des classes sociales ne permettent pas de faire bien manger les enfants à la maison et de leur payer la cantine? Oui, parfaitement. Moi, je suis pour le maintien de la politique du quotient familial au maximum, et si c'est possible, de favoriser et de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir un repas décent chaque jour. Gratuit ou pas gratuit? Gratuit. Voilà. Oui, si c'est possible, gratuit. Le quotient familial et gratuit, c'est pas pareil. Le quotient familial à Ivry, il est très bien. Oui. Donc ça, on peut pas tout jeter en fait. On peut pas jeter le. T'as été adjointe d'ailleurs, non? Oui, tout à fait. Sur les questions de sécurité. Justement. Donc oui, si c'est possible, gratuité pour les cantines. Voilà. La deuxième, alors il y a un cadavre vivant mais qui bouge de temps en temps, c'est le droit de vote des résidents étrangers. Oui. Promesse numéro 80 de M. Métron en 1981. Est-ce que, bien que ce soit une décision de politique nationale... Hollande aussi avait fait cette promesse. Oui, c'est M. Valls qui s'est opposé à sa mise en place, puisque faut citer les gens avec leurs actes. Est-ce que sur le principe, il y a une réflexion pour dire, même si c'est pas pris en considération, le jour de vote, on pourrait rouvrir quelques bureaux de vote symboliques pour que les gens s'habituent à ce que leurs voisins résidents votent. C'est pas mal. Alors ça. Moi j'y suis tout à fait favorable. On défendra, de toute façon on continuera à défendre le droit de vote des étrangers. Ça pour moi c'est une évidence. Et on va mettre en place, donc dans le projet on a prévu le référendum d'initiative citoyenne qui sera ouvert à tous les citoyens ivriens et pas seulement aux votants, parce que j'estime que quand on habite dans une ville et qu'on paye ses impôts, on a le droit aussi de donner son avis. Okay. Troisième et dernière question. Quel poids peuvent avoir les mairies limitrophes
de banlieue parisienne pour s'allier ensemble, pour imposer, et j'utilise le mot imposer à Essions, à la mairie centrale et à Paris, pour que rien ne se fasse sur Paris et dans la banlieue sans que vous, maire de banlieue, ne puissiez être à la fois consulté et dont l'avis est pris en considération et non pas un avis consultatif. Je dirais que pour ça, il faut dimanche, il faut voter pour des élus qui porteront ces sujets-là et qui vont s'emparer des outils qui existent aujourd'hui. On a le territoire, on a la métropole du Grand Paris, et en fait, plus on mettra d'élus qui ont envie de s'investir dans ces strates administratives qui existent aujourd'hui, qui porteront ces sujets-là, et plus la ville de Paris ne pourra pas faire ce qu'elle veut sans tenir compte des banlieues. Et typiquement, j'ai évoqué tout à l'heure l'incinérateur, c'est un équipement qui brûle la moitié des déchets parisiens, mais il est situé dans une ville populaire. On rappelle, très important, parce que tu l'as rappelé en début d'interview, et tu fais face, il faut le dire, qu'on soit d'accord ou pas avec toi, à beaucoup de détracteurs. Comment tu l'expliques d'ailleurs, ça, Sabrina ? Moi, je me dis que en fait, plus on fait peur, t'es sympa dans la vie, je te connais, t'es cool. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, je pense que les gens qui me connaissent, ils savent quand même. Ces opposants, je crois que c'est le cadet de leurs soucis, à mon avis. Oui, mais en fait, je me dis peut-être que plus on fait peur et plus justement ça concentre toutes les attaques sur moi. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que je suis attaquée aussi bien par la liste du PC que par la liste La République En Marche et la liste de droite. Donc tout le monde s'est mis d'accord pour m'attaquer. Et y compris les musulmans aussi, qui se sont mis sur toi. Oui, mais parce que encore une fois, je le dis, il y a eu énormément de fausses rumeurs. Moi, pour la petite anecdote, ils ont fait appel à des DJ qui font des mariages pour la communauté, qui ont lancé des appels sur leur page professionnelle en demandant qui votait à Ivry. Et quand les gens ont répondu, ils ont envoyé des messages en disant il faut pas voter Sabrina Sebaï, elle est contre la mosquée. Donc on en est arrivé vraiment à ce type d'attaque et d'outils pour me décrédibiliser. Et moi je dis franchement, quand on me connaît, on sait bien que absolument pas. Moi au contraire, j'ai beaucoup d'ambition pour cette mosquée et j'espère qu'elle verra le jour rapidement parce que comme je le disais, ça fait 15 ans qu'on l'attend. Je salue d'ailleurs l'imam Bajrafil qui est à Ivry d'ailleurs. Tout à fait. Chez toi. Exactement. Bon, très bien. Alors, question complètement rien à voir, mais si tu es élu maire le 22 mars prochain, ce qu'on te souhaite ici, on espère d'ailleurs que tous nos chroniqueurs vont déjà dans un premier temps accéder au second tour. A priori, pour toi, ça devrait être tranquille. J'espère. Il faut aller voter. Et bien sûr. Et d'ailleurs, tu ne crains pas une abstention, justement, avec cette psychose du coronavirus, que les personnes aient peur d'aller dans le bureau de vote. Il y en a quand même qui l'ont dit depuis hier soir. Moi, j'irai pas voter parce que j'ai peur, j'ai pas envie d'attraper ceci, cela. Oui, je pense qu'il va y avoir une crainte, mais après la réalité, c'est qu'au niveau des municipalités, on s'est quand même organisé. Les bureaux de vote sont nettoyés, il y a des conditions qui sont réunies. Il faut apporter son stylo, n'oubliez pas. Voilà, il faut apporter son stylo. Enfin, moi, je pense vraiment qu'il y a quand même plus de chances aujourd'hui d'attraper cette maladie dans un transport en commun bondé ou dans un centre commercial où tout le monde s'est rué pour acheter des pâtes que d'aller dans un bureau de vote où on est 3-4 au maximum dans un bureau de vote. Donc après, moi, je peux comprendre les gens qui ont peur, je peux tout à fait comprendre. Et moi, je dis aux gens qui ont peur, de favoriser la procuration s'ils ont peur de se déplacer dimanche. Bon alors, au moins que leur voix se fasse entendre. Et la procuration pour la première fois, c'est valable jusqu'à demain. Exactement. On peut encore donner. Oui, c'est encore plus super. Merci de l'info. Ça, elle est utile cette info. Oui, bravo, Tariq. Voilà, non mais celle-là, c'est important. Jusque demain, vous pouvez faire procuration. Jusqu'à demain minuit pratiquement, parce que d'habitude c'est vendredi minuit, mais là jusqu'à demain on peut y aller. Bon, très bien. Sabrina, donc si tu es élu maire, le Grand Forum, tu l'oublies ou tu viens de temps en temps? Ah non, j'avais pris pour engagement que je n'oublierai pas le Grand Forum parce que c'est aussi la première radio qui m'a permis de faire mes premiers pas donc sur une chaîne de radio. Donc moi je reviendrai avec plaisir à chaque fois que je serai conviée sur cette radio. Mais tu es chez toi, ma chère. Merci. Alors pour finir, ma chère Sabrina, l'exercice est le même pour tout le monde et tu seras la dernière à le faire d'ailleurs pour cette campagne du premier tour des municipales. De t'adresser aux habitants, et ils sont à l'écoute, visiblement, à en croire le standard qui expose, et je ne réponds pas parce que voilà. Que peux-tu, pourquoi il faut dimanche 15 mars voter pour Ivry demain, conduite par Sabrina Sebaï? À toi de jouer, tu as 1 minute. Alors, dimanche, en fait, vous pouvez changer les choses à Ivry pour les 6 prochaines années en mettant l'écologie au pouvoir, donc dans notre mairie. Les enjeux qui arrivent, ils vont être très importants. L'écologie, en fait, beaucoup, à chaque fois, en fait, on pense que c'est secondaire. Moi, je le dis, il va falloir préparer notre ville, en fait, pour qu'elle soit résiliente aux prochains enjeux climatiques. Et en fait, notre liste, c'est la seule qui propose vraiment de prendre en considération le volet social, le volet écologique et le volet démocratique. Et en fait, je le dis et je le répète, ceux qui sont inquiets, en tout cas ceux qui sont préoccupés par l'avenir et par le futur de leurs enfants, notamment, je les invite à voter dimanche et à voter Ivry demain.
Merci Sabrina Sebaï. Je répète et rappelle nos chroniqueurs candidats, à savoir Nasser Lagili à Gennevilliers, à savoir Emmanuel Michael à Saint-Gratien, à savoir Dionor Excellent à Villetaneuse, Philippe Bouriaki à Orly et Sabrina Sebaï à Ivry. Bonne chance évidemment à tout le monde, mais en particulier à vous 5. Et j'espère, Tarek, que nos 5 chroniqueurs candidats à cette élection, c'est aussi ça la démocratie, seront au second tour. Après, j'ai envie de dire, on fait les choses par étapes. On va déjà essayer d'accéder au second tour. Et on vous le souhaite. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour éventuellement entamer la campagne qui sera beaucoup plus courte, ma chère Sabrina. Donc, une semaine. Voilà, plus rapide. 5 jours, même pas 5 jours. Même pas. Parce que lundi, on dépose... Entre les tractations, voilà. Tu vas faire des alliances ou pas? Lundi, on dépose... Déjà, passons le premier tour en espérant que le second tour ne soit pas annulé. Donc, Oui, c'est ça. De toute façon, ça m'aurait étonné qu'elle en parle. Et je vous assure, les amis, elle est super gentille, Sabrina. C'est une crème. Merci beaucoup et bonne chance pour dimanche. Dans un instant, avis tranché de Tarek Mami. Sur qui vous allez encore taper, Tarek Mami? Alors, d'habitude, je tape pas, mais aujourd'hui, je vais taper sur une dame qui s'appelle Agnès Ben Salem. On en a parlé tout à l'heure avec Halima Boumediene Thierry. Ouais, je vais vous raconter sa vie, cette dame. Ah oui. Alors, biographie de Agnès Ben Salem dans un instant par Tarek Mami à suivre. À Argenteuil. Le grand forum sur France Maghreb 2, les quelques minutes qui nous restent, et on aura peut-être le temps d'accueillir Kamel qui nous attend au standard dans un instant. Mais pour l'heure, voici un avis tranché signé Tarek Mami. Et direction Argenteuil, Tarek Mami, pour nous parler d'une personne en particulier qui se trouverait sur la liste du maire sortant, Agnès Ben Salem. Agnès Ben Salem, un nom à retenir pour le bannir, un portrait à connaître. Agnès Ben Salem est une candidate qui détonne aux élections municipales à Argenteuil. Agnès Ben Salem, car elle incarne le nouveau racisme envers les Arabes et les musulmans, décomplexé et assumé sur les réseaux sociaux. Il suffit de la lire et de la suivre pour voir ses envolées nauséabondes. Pardon, en fait, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas la lire sur Twitter parce que la dame est courageuse pour insulter, mais pas téméraire pour laisser les autres s'abonner à son compte pour lui répondre. Autrement dit, Madame Agnès Ben Salem est courageuse au clavier et lâche pour le reste. Depuis la fameuse envolée verbale de son expression à racaille du candidat Nicolas Sarkozy, la ville d'Argenteuil et de sa célèbre dalle, cette dernière refait surface avec une nouvelle mauvaise actualité. La dernière en date, donc, est l'élection municipale qui aura lieu, dans le premier tour, aura lieu dimanche prochain, 15 mars. Le maire sortant, Georges Motran, LR, un homme affable, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs fois, présente sur sa liste un personnage haut en couleur en termes d'expressions racistes diverses et variées, une dame bien singulière qui porte ses contradictions entre son nom, Madame Ben Salem, et ses pseudo-convictions racistes, anti-musulmanes, anti-arabes. Cette dame, encore une fois Agnès Ben Salem, pour retenir le nom, est candidate bien placée pour devenir élue de la République et à ce titre participer notamment aux élections sénatoriales. Madame Ben Salem, retenez bien ce nom, vous, électrices et électeurs à Argenteuil, est une protégée du maire sortant qui la garde sur sa liste malgré de vives protestations des autres candidats et de beaucoup de citoyens. Monsieur Motran installe Madame Ben Salem en 4e position sur la liste des conseillers communautaires et elle a fait figurer en 8e position sur la liste de candidats des élections municipales. Madame Ben Salem, pour elle, écoutez bien, pour bien saisir et retenir, les Arabes ne seront jamais intégrés car ce sont des mauvais Français. Vous avez bien entendu. Ça, c'était dans un tweet le 18 janvier 2016. Après, elle récidive et elle partage une photo d'un wagon de tramway en forme de cochon, accompagné d'un message qui est le suivant. Plus aucun musulman dans le tram suisse. Voilà la solution pour les transports. Jeu de mots entre le mot trans et port, le cochon rose. Soit pour faire simple, tous les musulmans pour cette dame sont des porcs. Faute d'avoir été vigilant et d'avoir choisi et maintenu dans sa liste cette dame en position
d'éligible, un personnage clairement raciste. Monsieur Motran, le maire sortant, préfère apparemment perdre son âme et son honneur républicain à travers ce geste pour tenter de maintenir et de garder son siège sous prétexte qu'il ne peut plus changer la liste étant déposée en préfecture. Et il me rappelle ce faisant exactement M. Fillon qui nous disait alors: qui peut imaginer le général de Gaulle mis en examen? À chaque élection, à chaque tour, il revient à chaque électeur de voter en âme et conscience et en toute connaissance de cause de ceux pour qui il va voter. À Argenteuil, dimanche prochain, en mettant votre bulletin dans l'urne, chaque électeur doit se poser la question: est-ce que j'assume de te poser mon bulletin pour Madame Ben Salem ou non? Réponse: à chacun sa conscience. Résultat dimanche soir. Merci Tarek Mami pour cet avis tranché. Oui, c'était bien d'en parler. C'est vrai que c'est pas de nature à prendre position de la sorte, mais je pense que là la situation est grave et vous avez quand même oublié un mot dans votre avis tranché: islamophobe. Clairement. Tout à fait. Voilà. Kamel. Oui. Bonsoir. Rapidement, bonsoir, mon cher Kamel, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à tous. Écoute, je vais également avoir, comme Tarek, un avis tranché. Donc je vais le rejoindre et je vais me permettre de dire à tous ceux qui nous écoutent, bien que moi je suis encore pour le report des élections, il en vient que ça va être des élections qui vont être tronquées, faussées, etc. Mais je dirais, pour rebondir sur ce que vient de dire Tarek, eh bien que ceux qui sont aujourd'hui à Argenteuil fassent le job, voilà, et ça sera véritablement le plus grand service qu'on puisse rendre à la République et à cette démocratie. Ouais, je considère que c'est une pseudo-démocratie. Je voulais simplement intervenir et dire que pour moi, il était important de reporter ces élections, tout simplement parce que le climat n'y est pas. Il y a aujourd'hui, et nous, ça fait 1 mois et demi que nous le disons, et pour avoir alerté l'AFP, tous les médias, etc., mais il semblerait qu'il y ait un mutisme total. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur le mutisme des partis politiques que nous avons contactés, sur le fait qu'aucun n'est songé à dire: ne peut-on pas reporter à 3, 6 ou 1 an ces élections pour avoir de véritables élections? Je crois que chacun d'entre nous devra y réfléchir. Il se trouve qu'il va y avoir ces élections et c'est bien dommage. C'est le message que j'envoie à l'ensemble de notre communauté et à tous ceux qui écoutent, tous les auditeurs. En tous les cas, vous avez pointé une personne, Madame Ben Salem, dont je répète le nom. Eh bien, chacun en conscience doit faire le job là où il est, et ça c'est très important. C'est utile d'aller voter pour écarter ce type de personnes, par exemple. Absolument, voilà. absolument. Oui, mon cher Kamel, faut pas tout rejeter en bloc. Absolument, donc il va falloir y aller. Argenteuil, levez-vous. Et partout ailleurs. On reviendra vers vous le dimanche prochain. On reviendra vers vous si cette dame est passée. C'est une honte pour la République. Et c'est une honte pour notre communauté. Merci Kamel. Alors on va juste terminer avec Audrey et Tarek et en rappelant, quel que soit votre vote, chaque vote compte plus que jamais dans les municipales. Vous savez que dans certaines mairies, je l'ai vu, ça s'est joué à 80 voix. Donc chaque voix compte. Il est important d'user de ce devoir, qui est un devoir démocratique, d'aller voter pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui en ont la possibilité, d'aller choisir celui qui conduira la ville, votre ville, pour que ça se passe bien, pour que vous ayez un confort, une meilleure espace de vie. Pourquoi pas planter des arbres à chaque naissance? Vous voyez, voilà, il y a toutes ces petites choses. Regardez bien les programmes, nous avons encore 2 jours pour le faire. Dimanche, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Il faut pas oublier son stylo parce que c'est un petit peu la nouveauté. Étant donné, en vue de la situation quelque peu inédite et dramatique, quand le président de la République, d'ailleurs, qui a commis une petite erreur en disant que ça faisait un siècle qu'on n'avait pas connu ça. Non, il a un peu oublié la crise de 2003 et la canicule et les milliers de morts. Mais bon. Voilà, c'est quand même pas rien. Mais je pense qu'il a plus pensé et a raison à la grippe espagnole en 1917 qui avait fait 10 millions de morts à l'époque. Mais voilà, ceci étant, Tarek, je crois que c'est important. Nous ici, on a toujours dit et on le dira toujours, à chaque possibilité, les gens ont ce devoir d'aller se déplacer, quel que soit votre vote, mais déplacez-vous et votez parce que c'est important. En consigne hygiène, prenez votre stylo.
Et ne mettez pas, Je crois que c'est obligatoire. Hein. Oui, et ne donnez pas votre carte d'identité à l'assesseur. Vous tenez votre propre carte d'identité pour qu'il puisse la lire clairement et vous faire cocher la bonne case. Ça sert à rien qu'on fasse circuler les choses de main à main. La deuxième chose, c'est que le slogan de France Maghreb 2... c'est l'heure. Apparemment, c'est l'heure. De quoi, je sais pas, mais c'est l'heure. Voilà. C'est notre ami journaliste italien donc de ne pas se trouver d'excuses pour ne pas voter. Voilà. Et l'autre principe de France Maghreb 2, il est simple. C'est exister politiquement. Oui. Ce qui n'existe pas politiquement n'existe pas socialement. Comme disait Abdelmalek Sayed. Merci Tarek. Merci Audrey. Tu vas aller voter, Audrey, hein? Mais bien sûr, je me pose même pas la question. Et Sabrina va voter pour qui, au fait? J'ai pas demandé. Quelle bonne question. Allez, dans un instant, Medjahed sur France Maghreb 2. Bonne soirée. Restez bien avec nous et votons utile, votons bien. Et rendez-vous dimanche soir. Et on espère, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, notamment de nos chroniqueurs Sabrina Sebaïs, Nasser Lajili, Dionor Excellent, Emmanuel Michael et Philippe Bouriaki. À vous 5, bonne chance. 18h01, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi soir avec la rédaction. Bonsoir à tous et à lundi. Ciao. Enfin, si on n'est pas confinés, hein. On sera là. Bonsoir à tous. La France au ralenti face au risque de propagation du coronavirus. Les rassemblements au-dessus de 100 personnes sont interdits. Cela concerne en premier lieu les théâtres et les musées. Une interdiction qui s'ajoute à la fermeture des écoles, musées, crèches et universités. Casse-tête pour les parents qui s'organisent comme ils peuvent. Et le monde du sport est aussi directement impacté par cette crise sanitaire. Jour après jour, heure après heure, les annulations se multiplient. On fera le point dans ce journal. L'Europe est désormais l'épicentre de la pandémie. L'OMS vient de l'annoncer. Face à une situation qui s'envenime de jour en jour, la France franchit une nouvelle étape. Le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Annonce d'Édouard Philippe sur le plateau du JT de 13h de TF1 en réponse à la crise du coronavirus. Une mesure qui devrait impacter directement les théâtres et les cinémas, mais pas seulement. Le Louvre, le musée le plus visité du monde, annonce sa fermeture au public dès ce soir. D'autres mesures pourraient être mises en place dans les prochains jours, affirme le Premier ministre. Alors, s'oriente-t-on vers un scénario à l'italienne? Écoutez la réponse d'Édouard Philippe. Notre objectif, c'est de faire en sorte de préserver la santé des Françaises et des Français. C'est la boussole, l'objectif principal. Pour préserver la santé des Français, on a pensé et on est en train de mettre en œuvre une stratégie qui consiste à retarder au maximum le moment où le pic épidémique est le plus important. Toutes nos décisions sont fondées sur la science et sur la médecine. Mais même les médecins ont parfois des zones d'incertitude et ils le disent. Et c'est très important de le dire et de l'assumer. Et donc, on pense qu'en effet, on est au début du moment où la progression du virus va s'accélérer. Et c'est parce qu'on est au début de cette accélération qu'on prend ces mesures de freinage pour retarder la circulation du virus. Et les mesures annoncées par le Premier ministre s'ajoutent à celles expliquées hier soir par Emmanuel Macron. La principale, c'est la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Cette fermeture durera au minimum 15 jours. Alors, comment les parents d'élèves vont-ils s'organiser pour garder leurs enfants? Écoutez Rodrigo Arenas, le coprésident de la FCPE. Ça va être un peu la débrouille, comme depuis le début, c'est-à-dire que les mesures qui sont prises sont certes, pour certaines, celles que nous avons préconisées, en particulier celle de la prise en charge des salaires des parents. Simplement, le décret qui a été passé au début février peut ne pas suffire, puisque le chef de l'État a donné le top départ pour lundi, mais il n'a pas donné de point d'arrivée. Or, le décret ne court que pour 20 jours. Donc, la question reste entière si les parents doivent rester à la maison plus longtemps pour garder les enfants. Et encore une fois, il y a une vraie problématique qui rentre en ligne de compte, en particulier parce qu'on ne peut pas télétravailler à la maison et aider les enfants, notamment avec les devoirs. Des propos recueillis au téléphone de Boris Karlamov. En revanche, les élections municipales, elles, sont bien maintenues. À l'occasion d'un déplacement dans un commissariat parisien, Christophe Castaner a assuré que des mesures étaient prises pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. On l'écoute. J'ai renforcé des instructions pour faire en sorte que nous puissions faciliter le vote dans la rapidité de réalisation du vote pour les personnes de plus de 70 ans, en lien avec la demande formulée par le président de la République hier, que les personnes de plus de 70 ans évitent de se mettre en risque, ce qui ne les empêche pas, bien évidemment, de pouvoir sortir de leur domicile, de pouvoir faire quelques courses. Et après avis du Conseil scientifique qui conseille le gouvernement, il a été décidé de maintenir les élections parce que le Conseil scientifique a précisé que rien ne semblait nous laisser penser qu'il y aurait une aggravation du risque pour ces personnes, à condition qu'une fluidité efficace soit organisée dans chacun des bureaux de vote.
Autre conséquence du virus, le sport est à l'arrêt. Les unes après les autres, les ligues, fédérations françaises ou internationales ont annoncé l'arrêt des compétitions jusqu'à nouvel ordre. On fait le point avec vous, Christophe Midouget. Oui, dur pour les fans de foot. La Ligue a tranché. Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sont arrêtés. La fédération avait dès jeudi décidé de suspendre toutes les compétitions de foot amateur. Concernant les Coupes d'Europe, les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa prévus la semaine prochaine sont reportés. L'Euro 2020 pourrait être décalé d'1 an. Le rugby a emboîté le pas avec l'annonce de la LNR de suspendre le top 14 et la Pro D2, comme l'avait fait peu avant la FFR concernant le rugby amateur. Les championnats de basket, de hand, les tournois de tennis sont annulés ou reportés pour plusieurs semaines. Les 3 premiers grands prix de F1 de la saison n'auront pas lieu non plus. Progressivement, c'est toute la planète sport qui s'arrête de tourner, elle aussi. La dernière étape Paris-Nice prévue demain et les dernières courses de la Coupe du Monde de biathlon demain et dimanche pourraient également être annulées. Dans le reste de l'actualité, une explosion et un début d'incendie dans une usine Céveso près de Rouen à Grand Couronne. Le feu s'est déclaré en fin de matinée. Un périmètre de sécurité de 500 mètres a été mis en place autour de l'usine. Selon le maire de la commune, il n'y aurait pas de blessés. Il a assuré qu'il n'y avait pas de risque de pollution et que le seul produit dangereux de l'usine avait été mis en sécurité. C'est terminé pour la pétition en vue d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Le recueil des signatures qui s'est achevé à minuit n'a permis de récolter qu'1 million de noms sur les 4,7 millions nécessaires. L'objectif est donc loin d'être atteint, mais au vu de l'actualité chargée, le gouvernement a annoncé hier un report de cette privatisation. Et puis un mot de météo, il n'y a plus qu'un seul département en vigilance orange inondation, le Pas-de-Calais. Météo France met en garde contre une crue importante de la Canche.